Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, c'est une collaboration avec le réseau Spectour et les théâtres de l'Abitibi-Témiscamingue, Théâtre des Esquerres, Théâtre du Cuivre, les théâtres aussi du côté de Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Lassar. Donc, on va s'entretenir avec un des artistes, un humoriste qui s'en vient en tournée ici début mars. Et je parle évidemment de Martin Petit. Martin Petit, comment ça va? Ça va très bien. J'aime ça entendre ça que tu nommes des villes qui présentent des spectacles. Qu'il y a des rendez-vous, puis que ça va avoir lieu. C'est comme un rêve. Ben oui, c'est ça, parce que parlons-en, parce que là, tu as sorti Pyromane en novembre 2019, dans ce coin-là, à l'automne. Et là, évidemment, ça a démarré, une petite tournée, et il est arrivé quelque chose qu'on ne contrôle pas. Oui. Fait que commencer comme pour un humoriste d'avoir eu le coït interrompu comme ça, puis d'arrêter une tournée, puis de la reprendre finalement 2 ans plus tard, peut-être avec quelques spectacles ici et là, mais dans un contexte bien particulier. Là, on reprend. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Oui. Je pense. Ah non, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai passé j'ai fini ma dernière tournée. Après ça, j'ai fini un vendredi, puis le lundi, j'étais à temps plein sur le projet des pêcheurs qui m'a pris pendant 5 années super intensifs où je faisais 12 mois par année de l'écriture de scénario, puis du tournage, scénario-tournage. J'étais vraiment sur un cycle de fou pendant 5 ans. Ouais. Puis à travers ça, j'ai avec François Bellefeuille, Louis-José, Mike Ward, on a parti le bordel. Petit projet puis comme là, ça. je me suis mis à jouer au bordel, qui est un club de comédie à Montréal. Puis c'est vraiment le fun parce que j'avais pas besoin de sortir nécessairement un one-man show. Je pouvais aller là, puis je faisais un nouveau numéro de 15 minutes. Puis là, je me mettais, je roulais ça, puis je faisais ça pendant 1 mois et demi. Puis vraiment pas en me disant que j'allais faire un one-man show nécessairement, mais c'était comme une façon d'avoir du fun. Puis je retournais à mes tournages. Puis je me préparais mentalement à revenir sur scène, tout ça. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à monter ce show-là pendant 1h30, justement, au bordel. Mm-hmm. Fait que j'ai joué beaucoup à Montréal, tu sais. J'ai pas... Et là, je me rendais compte, le temps entre ma dernière tournée puis là, ça faisait longtemps, tu sais, j'avais envie de le faire. Puis je l'ai pas fait à un bon moment de ma vie, là. Je te dirais que... C'est-à-dire que j'ai eu 2 enfants. Entre ma dernière tournée, puis là, j'ai 2 jeunes enfants. Ça m'aurait pas tenté il y a 7 ans de faire de la tournée. Ça me coûtait beaucoup, humainement parlant, de quitter la maison trop longtemps. Mais là, tu vois, timing, mon fils a 15 ans. Il utilise 4 à 5 mots de vocabulaire. Je vois pas le plaisir dans ses yeux quand il me croise le matin. Bref, là, j'étais à un moment où je pense pas que de partir en Abitibi 1 semaine, ça va faire... Je suis pas sûr qu'il va s'en apercevoir. Ouais. Fait que je renoue avec la tournée, avec, voilà, des enfants pour qui ça ne causera pas de traumatisme. OK. Pyromane, il y a eu pas mal de temps qui s'est écoulé avec le micro de feu qui avait été très, très apprécié, très populaire. C'est quoi la suite de Pyromane? Dans le titre, il y a une logique. Ben, c'est la suite en fait, c'est la suite. Ça aurait pu s'appeler Le retour du micro de feu tellement je revisite. On dirait que c'était ambitieux, le micro de feu, parce que je parlais de tabou, puis je m'étais dit, tiens, ça va être un show où ça va être ça, la ligne directrice. Je vais parler de tabou. Puis je me suis trouvé bon à parler de choses qui étaient sensibles, sans heurter personne, puis rester dans un plaisir tout à fait adulte, là, parce que, écoute, c'est ça tranchait entre... Tu sais, souvent, les artistes, on va créer des affaires qui font un miroir avec ce qu'on vit, tu sais. Moi, à la maison, à ce moment-là, j'étais dans les couches, puis je me faisais réveiller, puis j'allais donner une banane à mon fils, puis écouter Dora le matin, puis... Fait que ça, à chaque fois que je suis dans cette énergie-là, je l'ai vécu aussi quand j'ai fait Zone interdite où je faisais une émission pour enfants à Radio-Canada. Tu sais, je passais ma journée avec Didier Lucien à faire une émission pour enfants.
il y avait tellement de gags que je pouvais pas faire à la TV dans une émission pour enfants que ça a donné des shows 3X comme le volet Zone Interdite que j'ai fait il y a une quinzaine d'années. Puis le fait d'avoir des jeunes enfants, ben quand j'arrivais au bureau et j'avais envie d'écrire, j'avais le goût de tout sauf parler de sujets d'enfants. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu la... Puis quand j'arrive pour écrire Pyromane, honnêtement, j'ai la même énergie. Je pense aux gens qui quittent la maison, puis je me dis, qu'est-ce qu'on va parler pendant 2 heures que tu ne peux pas parler, soit à la maison, ou mettons, avec des amis, ou sur Internet, parce que tu n'oses pas écrire ce que tu penses. Moi, je vois mon travail, en tout cas, je vois l'utilité de ce que je fais sur scène comme ça. C'est-à-dire, il y a des... Sans que ce soit de la... Tu sais, c'est comme jongler avec la dynamite. Tu sais, c'est rien de nucléaire, mais je me rends compte que dans une société où on était supposé libérer la parole des gens avec tous les réseaux sociaux, les gens se surveillent et se scrutent et s'analysent tellement que finalement, les gens n'osent plus dire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y a une autocensure générale. Ouais. Puis, ça se peut pas, ça. C'est comme un bouton qui grossit. Puis, il faut que tu le pètes à un moment donné. Puis, mon show fait partie des choses. C'est l'équivalent d'un gros bouton. Tu t'en vas sur scène, t'es dans le noir. Moi, je vais les dire, ces choses-là. Je vais les évacuer, ces bobos-là. Puis tout le monde va rire, puis tout le monde va se rendre compte que c'est moins grave que ce qu'on pensait que c'était. Puis je trouve ça sain, voilà. C'est un peu ça ma démarche sur scène, qui est différente de ma démarche quand je fais de la télé, qui est différente de ma démarche quand j'imagine des scénarios. J'essaie de penser spécifiquement à quoi, dans quel état d'esprit les gens sont quand ils viennent me voir. Parce que, ouais, ben là, justement, en 2022, des sujets interdits, des sujets tabous, il y en a de plus en plus. Puis tu parles des réseaux sociaux. Oui. Il y en a, ceux qui commentent, c'est les extrêmes. C'est ceux qui ont souvent le moins de bon sens. Fait que, dans le fond, Oui. toi, tu veux prendre la parole de ceux qui n'osent pas leur répondre, finalement? Ben, c'est-à-dire que, tu vois, pendant la pandémie où les artistes, on ne pouvait pas s'exprimer, tu sais, on est d'un côté, il y avait comme le phénomène woke, puis de l'autre côté, il y a les wackos. Fait que l'extrême majorité des gens sont entre ces deux pôles-là, mais les pôles ont besoin, tu sais, les extrémistes ont besoin de s'exprimer énormément. Fait que ça fait comme 2 ans qu'on les écoute, là. Ça fait 2 ans qu'on les subit. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes nécessairement, mais ils ont pris énormément de place. Ils ont pris pratiquement 90% de la place. Puis ils ne sont pas 90% de la population, c'est ça l'affaire, hein, c'est ça? Ce n'est pas 90% de la population. Fait que, mais c'est hyper intéressant ce qu'on vient de vivre. C'est super enrichissant. Moi, en tout cas, moi, ça a été enrichissant parce que je ne l'ai pas vécu seul. Tu sais, moi, je l'ai vécu avec un ado qui grandit, un pré-ado qui réfléchit, avec ma blonde, ma famille. Fait que j'ai eu plein d'inputs qui sont intéressants, des gens. Puis des jeunes, c'est des gens qui réfléchissent puis qui arrivent à l'âge adulte puis qui sont très capables de concevoir, ils reçoivent ça puis ils réfléchissent. De voir mes enfants réfléchir sur les 2 dernières années, ça a été très informatif pour moi, tu sais. Puis moi, mon show, ben il s'est transformé. Moi, j'ai écrit quelque chose que je pensais qui était... en fait... J'écris tout le temps dans l'air du temps, puis j'utilise quand même les sujets qui sont d'actualité. Fait que je sentais venir des choses. Ces choses-là sont arrivées, ont été amplifiées. Fait que c'est comme si mon one-man show, il était comme prêt à recevoir ça. Fait que j'ai peut-être enlevé 40% de mon show. Il n'est pas détruit, je l'ai juste tassé. Puis j'ai continué à écrire 2 heures, 3 heures par jour pendant plusieurs mois. Okay. Quand ça a réouvert, je me suis remis à retester des morceaux. Puis à chaque fois que c'était pertinent, je le mettais dans mon one-man show. Ce qui débordait, je le mettais sur YouTube. Mais pour faire en sorte que je savais qu'on allait rouvrir comme là, puis je voulais rouvrir avec un show qui ne sent pas la poussière sur le calorifère là, à l'automne quand tu repars le chauffage. Tu sais, j'avais pas le goût que ça sente le « Ah ouais, OK, c'est un vieux show 2020. » Avant qu'on porte des masques. Fait que
Malheureusement, ce n'est pas du tout le show que j'ai sorti en 2019. OK. Mais fort heureusement, parce qu'en fait, c'est d'autres choses. Moi, je pouvais faire ça. Tu sais, si j'avais sorti un film, je serais en crise parce que un film, tu peux pas retourner puis re-shooter tout le film. Puis ça marche pas. Puis ton acteur principal a pris 25 livres, puis il n'y a plus rien qui raccorde. Ça marche pas. Mais un one-man show où moi, je suis dans mon bureau, puis je suis capable de changer chaque ligne du show si ça me tente. J'ai changé à la fin 12 fois dans ce show-là. Je l'ai jamais fait 3 fois pareil. Je vais probablement aller en Abitibi avec une version, puis je vais revenir avec une autre version. Ouais. Tu sais, c'est pas 50% du show qui change, mais quand même, je change beaucoup d'affaires parce que j'ai beaucoup écrit de stock. Fait que c'est comme si... c'est ça. Je peux pas faire le matériel que j'ai parce que j'ai trop de matériel en ce moment. Fait que, mettons, sur 3 heures potentielles de show... Je fais une sélection à chaque soir. Puis je dis, OK, on va faire 1h30 de cette section-là ce soir. Puis je pige, puis je me promène. J'ai jamais travaillé comme ça parce que, au contraire, quand j'ai fait le micro de feu, le soir de la dernière, c'était le même texte que le soir de la première à 12 jokes près, tu sais. Alors que là, c'est complètement l'inverse. J'ai jamais travaillé comme ça. J'adore comment... je travaille en ce moment, puis je pense que ça va être la façon que je vais travailler pour je pense en tout cas, le restant des spectacles que je vais faire. C'est beaucoup plus stimulant. J'arrive sur scène, étant donné que moi, je sais ce que j'ai de nouveau, puis je sais ce que ça fait quand tu as quelque chose de nouveau comme humoriste, c'est que tu es nerveux, parce que c'est comme un tour de magie que tu n'as jamais essayé. Une joke que tu n'as pas essayé, ne serait-ce qu'une joke dans un show, tu deviens plus excité comme humoriste, tu deviens effervescent parce que tu veux pas échapper des balles pendant que tu jongles. Ouais. Fait que c'est bien énervant. Puis moi, des fois, je rajoute 5-10 minutes dans le show. Fait que je me mets dans un état là, qui est loin de la routine. Fait que je pense que c'est pas un show que je peux faire si je suis pas concentré. C'est pas un show de paresseux, c'est vraiment demandant, mais je me dis, moi, ce que je veux pas, c'est que les gens sortent du show en se disant « Ah ouais, ça paraît que ça a été écrit il y a 3 ans, tu sais. Okay. » Fait que c'est pas le cas, tu sais. Je pense que les gens voient que c'est pas un show de paresseux. Ouais. Cette méthode-là, tu sais, auparavant, tu avais un one-man show, tu le tournais pendant 3, 4 ans, 5 ans des fois. Là, maintenant, cette technique-là de travail, c'est-tu un peu le leg des comédie clubs qui ont popé un peu partout qui permettent ça? Oui, absolument. Sans l'outil des comédie clubs, je ne serais pas... Parce que, tu sais, quand tu fais du stock puis rodé, c'est magnifique parce que c'est comme jouer un hit. Tu sais, tu le sais que ton show, il marche, puis tu sais que ce numéro-là, il marche, puis il est suivi d'un autre numéro qui marche parce que les gens l'ont... Tu sais, il y a 10 000 personnes qui t'ont donné leur feedback. Fait que c'est sûr qu'un show d'humour, ça s'améliore plus ça se fait. Ouais. Sauf que quand tu veux rentrer un nouveau morceau... Même s'il y a du potentiel au niveau du morceau, tu veux pas le rentrer puis que là, ça paraisse que, oh mon Dieu, c'est quoi cette affaire? Tu sais, ça peut... Il faut que ce soit harmonieux. Fait que moi, le fait d'aller dans un comedy club puis de roder juste ce bout-là, je le fais comme 15-20 fois avant de le rentrer dans mon show. Fait que quand je le rentre dans le show, il y a déjà une expérience, ce bout-là. Fait que ça paraît pas trop. Les gens s'en rendent pas compte, mais moi, je viens de rentrer un nouveau 10 minutes dans le show, tu sais, okay. Parce que je l'ai rodé dans un comédie club. J'ai fait, tu sais, toutes les erreurs puis les essais-erreurs qui arrivent vite dans une première, deuxième, troisième version de numéro. Ça a déjà été fait, là. Il y a comme 100 personnes qui ont vécu, qui ont fait le tri, qui ont fait « Ouais, non, ça, vraiment pas, là. » On se trompe tout le temps comme humoriste. Ouais. Puis après ça, ben, tu arrives avec quelque chose, puis là, ça coule, ça rentre dans le show, puis ça s'introduit bien. Fait que le Comedy Club permet ça. Écoute, tu sais, il y a des soirs à Montréal, il y a différents, il n'y a pas juste le bordel, il y a d'autres soirées d'humour. Tu sais, il y a un soir, je me rappelle, je l'ai fait 6 fois mon numéro, tu sais. Puis c'est un nouveau numéro, là. Ouais. Puis je l'ai fait 2 fois au bordel, puis 4 autres fois dans 4 bars différents. Puis j'avais un chum qui chauffait notre... Tu sais, il y a une auto qui m'attendait. Je sortais du club de comédie ou de la soirée d'humour, je rentrais dans le char, je faisais mes corrections sur le banc d'en arrière, je débarquais, il savait que j'arrivais, il textait, Martin s'en vient,
l'animateur Martin Petit arrive, j'arrivais, je refaisais le numéro. Je l'ai fait 6 fois de même dans la soirée. À minuit, je suis arrivé chez nous, tout le numéro était transformé. De la première version à 6h30, qui était comme moyenne, c'était rendu un hit à minuit. C'est fou. Tu sais, ça évolue vite. Puis ça, avant, malheureusement, dans l'histoire de l'humour, pendant toutes les années 90-2000, ça n'existait pas. Ouais. Fait que faire le même sketch en 6 fois le même soir, ça nous prenait 1 mois et demi. Fait qu'en 1 mois et demi, là, tu sais, quand t'as 2 semaines entre 2 tests de stand-up, là, tu sais, t'as le temps de pogner à la chienne puis faire comme moi, sais-tu... La première fois que je l'ai fait, j'ai un moyen souvenir. Là, tu commences à avoir la chienne. Là, tu fais comme, hey, non, je ferai pas ça. Tu sais, non, non, c'est sûr que ça marche pas. Fait que tu te mets à douter. Alors que quand tu as 5 minutes entre 2 numéros, ben, t'as pas le temps de douter. Fait que tu le refais, puis ton cerveau s'arrange pour que ça marche. Okay. Bref, ça fait en sorte que les numéros sont différents, évoluent plus vite. Tu sais en 48 heures, si tu touches quelque chose qui a des jambes, puis tu vis pas pendant 1 mois et demi en te disant « Ouais, j'ai un bon numéro » pour te rendre compte que finalement, ça fait 1 mois et demi que tu vis dans un monde farfelu, puis que ton numéro est pas bon. Fait que les réponses arrivent vite avec un comedy club, tu sais... tu peux t'obstiner 2-3 fois avec le public, mais pas 15 fois. Là. Fait que moi, je respecte énormément le rire des gens. Fait que, au bout d'une soirée, là, quand tu l'as fait 3-4 fois et ça marche pas, ben, tu peux jeter au vidange, mais sereinement. Tu peux te dire, bon, ben, ça, c'est pas bon, on essaie d'autre chose demain. Oui, c'est ça. Il a vécu assez longtemps. Il a été testé. On a fleuré un petit peu, on a parlé d'un peu de zone interdite, show avec lequel tu as collaboré avec Sylvain Ouellet, qui est un humoriste originaire d'Amos, en Abitibi-Témiscamingue, qui est décédé tragiquement en 2008, si mon souvenir est bon. Sylvain Ouellet, bon, moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a eu une grosse... les années 90, il a été marquant. Il a été, entre autres, je pense, révélation à Juste pour rire. En tout cas, il a marqué l'univers de l'humour absurde, entre autres. Toi, quel souvenir tu gardes de Sylvain Ouellet? Hey, je me considère bien chanceux de l'avoir croisé. C'est-à-dire que Mario, on a fait un show, on s'est fait inviter par Andy Nolman à Juste pour rire à l'époque de faire un show 3X osé, comme ils font en anglais. Mm-hmm. Puis moi, Maxime Martin, on se disait comme, ouais, mais c'est pas la même approche dans l'humour francophone. Tu sais, on dit, oui, de l'humour osé, mais juste grivois pour être grivois, je voyais pas l'intérêt, en tout cas. Mais pour moi, l'intérêt de monter sur scène puis faire des choses complètement champ gauche, ça, je trouve ça intéressant, puis de pousser par l'absurde. Fait qu'on a composé quelque chose avec Mario Bélanger puis Sylvain Ouellet. Et puis Sylvain, c'était comme le gars le plus champ gauche qu'il y avait à Montréal à ce moment-là. Puis moi, ça me forçait. Moi, je permettais d'explorer quelque chose parce que j'étais dans un bizarroïde, puis je faisais de l'humour visuel, puis c'était comme. Il n'y avait rien qui annonçait que je pouvais faire quelque chose de edgy. Mm-hmm. Fait que c'était comme de rassembler les 4. Moi, ça a été un projet qui m'a donné envie de faire du stand-up, tu sais. Puis là, j'ai travaillé donc avec ces 3 gars-là, puis ça a été un show. Tu sais, les plus connus étaient, à cette époque-là, moi, Maxime Martin, Mario. Sylvain, c'était l'inconnu du Quatuor. Mario Bélanger, qui est Mario Rock, dans le fond? Oui. C'est ça, ouais. Ben, on était les plus connus, mais vraiment, là, Sylvain n'était pas connu. Okay, puis il était connu des humoristes. Je te dirais, c'était l'humoriste des humoristes. T'sais, tous les humoristes allaient voir Sylvain dans les soirées d'humour. Puis on était tous crampés. C'était tout le temps celui qui nous faisait le plus rire parce qu'il faisait toutes des affaires qu'on estimait qui étaient tellement c'est tellement sans filet puis champ gauche qu'il nous avait, tu sais. Mm-hmm. On parlait pas des Denis à ce moment-là. On parlait pas de Jean-Thomas Jobin encore. Ça n'existait pas. C'est ça, ouais. Les Denis, Jean-Thomas n'étaient pas là. Tu sais, je te dirais que imaginez l'effet que Jean-Thomas puis les Denis t'ont fait. Ouais. Ça, c'était incarné par Sylvain Ouellet tout seul. Puis là, puis quand on a fait Zone interdite, c'était lui la vedette du show, puis j'ai écrit un peu des lignes pour Sylvain, puis
tellement drôle parce que j'y écrivais une ligne, un restant de ligne que j'avais parce qu'on avait, tu sais, on avait des segments, on était 4, fait qu'on avait des segments entre des numéros de groupe qu'on faisait, tu sais. Ouais. Puis là, on avait besoin d'un petit 30 secondes. Fait que Sylvain, on dit, hey, Sylvain, tu pourrais aller. Il dit, ouais, mais j'ai pas de joke. Je dis, OK, gars, dis ça, mettons. C'était, la joke était, ça fait du bien, festival juste pour rire. Ça fait du bien rire quand ça fait 2 semaines que tu fais semblant d'aimer le jazz. Parce que c'était la suite, du festival de jazz. Ben oui. Bon, c'était ça la joke. Fait que là, je dis à Sylvain, je fais là. Fait que là, le soir de la première, Sylvain, il a fait, puis là, ça rit, tu sais, mais il fait qu'un personnage tellement déglingué, les souliers par en dedans, il se met une perruque, il est tout croche, puis aujourd'hui, on dirait, OK, ouais, il était dyslexique. C'est ça qu'on dirait sûrement. Ouais. Tu sais, là, avec un souvenir, là, je dis, OK, il était dyslexique. C'est un personnage, mais pas clair. Il rentre clair. le lendemain, puis il dit, en tout cas, ça fait du bien, le jazz, le rire, tout ça. Ouais. Exact. Le même rire, aussi fort. Là, je regarde Maxime, je fais, il a tout déboîté à la ligne, tu sais. Mais en même temps, on s'en fout, là, ça riait dans la salle. Hey, le lendemain, le rire, le jazz, en tout cas, tu sais. Puis là, c'est jamais revenu. La phrase n'est jamais revenue. Il y en a fait 15 versions. C'était jamais la même affaire, mais c'était tout le temps le même rire. Sylvain, il était plus fort comme interprète que ce qu'on y écrivait. Puis il finissait le spectacle Zone Interdite. Puis je le dis parce que c'est probablement une des affaires qui est devenue culte dans le milieu de l'humour, ce show-là. Il finissait, puis on avait mis la fin de The Doors, The End, tu sais, puis il finissait son show, puis The End embarquait, puis les gens, je me rappelle, étaient en transe. OK. J'ai des amis que je peux pas nommer parce qu'ils sont connus, mais qui sont venus 2 fois sur les Champignons Magiques voir ce show-là. Parce qu'ils n'en revenaient pas. Il y a tellement de monde qui sont revenus voir Zone Interdite 1, puis ça a été un succès parce qu'on a fait Zone Interdite 2 l'année d'après, mais les gens m'en parlent. En tout cas, si j'ai fait quelque chose qui ressemble à quelque chose de culte, c'est ce show-là, grâce à Sylvain, parce que... Mais déjà, la deuxième année, Sylvain, il filait pas, c'est ça. C'est qu'il était... Il y avait comme je pense, un problème au niveau, on dirait peut-être bipolaire, maniaco-dépressif. Fait que, bref, son instabilité émotive a fait en sorte que malheureusement, il n'a pas pu participer au deuxième show. Tu sais. Puis ça a été bien triste. Puis le show a été moins flyé que le premier. Puis il est décédé d'une manière tellement violente que ça me fait de la peine à chaque fois que j'y pense. Puis il est malheureusement, il a eu sa carrière peut-être 5 ans avant qu'Internet commence à colliger tout ça, mais si on avait eu plus de vidéos de ce qu'il a fait, ça aurait été les nouvelles générations d'humoristes auraient pu le découvrir. Ouais. Malheureusement, pour le connaître, je pense qu'il faut l'avoir vraiment vu live, malheureusement. Ouais. Mais il a été définitivement marquant. Moi, je m'estime chanceux de... Tu sais, si Sylvain était un band, il aurait été les Velvet Underground. Tu sais, à ce point-là important, à ce point-là inspirant, jamais plate, mais avec des démons intérieurs, puis il combattait. Là, il y avait des affaires là, qui n'étaient pas simples dans sa vie. Mais my God, j'en parle, puis c'est un gars inoubliable. Heureusement, YouTube a réussi à nous arracher son numéro du gourou qui est possiblement... Qui finissait Zone Interdite 1. Ah ouais, c'est ça, c'était le gourou qui finissait Zone Interdite 1, OK. Oui. J'avais écrit la joke sur il baisait une plante, la mandragore. En tout cas, à chaque fois que j'écris, j'osais lui suggérer une affaire. Ça devenait, là... A thing. Ça devenait tellement... Il le prenait, puis il revenait le lendemain avec d'autres choses, là. C'était vraiment drôle. Puis ce show-là, ça a été aussi marquant parce que la politique de la presse, en fait, la politique visuelle de la presse a changé le lendemain de la première parce que il y avait eu les Red Hot Chili Peppers qui avaient fait une vidéo où
une pochette avec les gars avaient des bas sur le pénis. Puis, Ouais. puis on s'était dit, ah ouais, cool. Ça nous restait dans la tête. Puis on en avait peut-être parlé en brainstorm. Puis le soir de la première, ce qui se fait plus vraiment maintenant, c'est-à-dire qu'on a fait le soir de la première, c'était notre première. C'est-à-dire qu'on avait répété tout ça, mais on ne l'avait jamais fait. Fait que la première, c'était une vraie première. J'ai jamais refait ça de ma vie. Fait que puis ça va tellement bien. Tout est magique. On découvre le show en même temps que le public. C'est la première fois qu'on le fait. Puis là, ça marche bien. Puis là, Sylvain fait son gourou, puis ça rit. Puis on sent qu'il se passe de quoi dans la salle. On est au bord du rideau, puis on fait tabarnouche. Ça marche plus que ça n'a jamais marché, là, ce numéro-là. Là. Fait que il y a quelqu'un qui dit « Hey, on n'a pas reparlé de l'idée de se mettre tout nu pour le rappel avec des bas. » Fait que là, il y a 2 minutes d'hésitation entre Maxime Martin, Mario Bélanger puis moi, parce qu'on n'a pas de bas neuf. Puis on est le 14 ou 12 juillet. Fait que tu imagines, tu sais, une journée de juillet. Mais là, on est tiraillé entre hey, on est des artistes, puis on le fait, puis on va jusqu'au bout, puis demain, on en mettra des neufs. Mais c'est le soir de la première, c'est one shot, les boys, on se met tout nus, puis on se met nos bas sales. Puis les bas sales, on l'a fait. Fait Sylvain, à son grand étonnement, Sylvain finit le numéro, le rideau ouvre, les trois, on vient rejoindre Sylvain, tout nu avec des bas, ça quéquette, puis ça a été la photo de la presse, puis ils ont tellement eu de critiques négatives puis de plaintes à la presse c'est clair. Sur la photo de nous autres avec des bas. Aujourd'hui, ça passerait. Ils ont changé leur politique. Je trouvais ça très drôle, ouais. Ma mère était dans la salle avec la mère de Maxime Martin et nos 2 mères se sont regardées en voulant dire « Ouais, ça, c'était pas nécessaire. » Mais bon, mais en même temps. La réaction était forte dans la salle ou? Oui, non, ça a été fou, comme je te dis. Ouais, je te dis, on vendait quelque chose comme 800 billets par jour. Il y avait un line-up qui durait, on était sorti, il y avait 4 coins de rue dans le Vieux-Montréal de monde qui attendait pour 2, parce qu'il y avait 2 représentations à 9h puis à 11h. Puis à 8h30, il y avait comme 300 personnes qui attendaient pour le show de 11h. Fait que ça avait été un show qui avait le bouche à oreille, c'était magique. Voilà, c'était... voilà, puis puis après ça, Internet est arrivé, puis Internet fait en sorte que si un sujet weird t'intéresse, ben tu peux, dans le confort de ton foyer, fouiller ces sujets-là. Fait que quand tu veux faire de l'humour puis fouiller des sujets, ben en tout cas, tu as intérêt à faire tes devoirs quand tu fais de l'humour parce que tu peux pas arriver en tournée puis présenter quelque chose que quelqu'un a vu ou entendu sur le net. C'est ça que je veux dire. Fait que les humoristes, je trouve que l'Internet nous rend meilleurs parce que nous oblige à toujours produire du matériel original puis tout à revenir sur notre matériel parce que on est en compétition avec des humoristes français puis on ne sait pas. Gad Elmaleh s'est fait pogner, lui, mais... ouais. Il n'est pas tout seul dans sa gang. C'est ça, on est en compétition avec... Tu sais, c'est plate, mais je suis en compétition avec 2000 humoristes américains parce que si je fais un numéro, puis... Tu sais, je suis allé au Comedy Store avant la pandémie, puis tu vois, là, je t'ai installé, puis là, c'est une soirée d'humour, puis c'est 15 minutes d'humoriste de 9h jusqu'à minuit, tu sais, puis j'ai vu un humoriste faire une joke qui ressemble dangereusement à la mienne, tu sais, puis j'étais comme tabarnak. Si lui, il sort ça sur Netflix demain, c'est moi, parce que je suis le petit gars du Québec, c'est moi qui aurais l'air du gars qui l'a fait en deuxième, tu sais, alors que je sais probablement que je l'ai fait en premier, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est une affaire de perception, puis ça nous oblige en tout cas à être meilleurs. Tant mieux pour le public. Moi, c'est cool. Merci, Martin Petit, d'avoir d'avoir été aussi généreux avec nous autres pour ces merveilleuses anecdotes.
Évidemment, on va rappeler les dates là, avant de terminer. 8 mars à Amos, 19h30. Le 9 mars à Val-d'Or, toujours à 19h30. Et le 10 à Lassar, c'est à 20h. Le 11 mars à Rouyn-Noranda, 20h. Ouais, ça arrive encore des shows à 8h. C'est ça tard. Puis le 12 mars à Ville-Marie à 20h. Fait que, dans ces coins-là, ça veille tard encore. Ils sont rares, ce monde-là. Mais... ouais, mais c'est vrai. J'ai bien hâte de voir tout le monde. J'ai bien hâte de présenter ce show-là. Ouais. Merci beaucoup, Martin. Puis tantôt, ça me trotte dans la tête depuis tantôt, mais tu as parlé de show jeunesse avec Didier Lucien. C'était Bulldog Bazar. C'était effectivement Bulldog Bazaar. La première année. Ouais. Okay. Voilà. C'est devenu... Ça a donné lieu à quelques projets. Ouais. OK, cool. Oui, c'est vrai, c'est vous qui avez parti ça. C'est quand même très... Au même moment où toi et Didier avaient un groupe de rap, je pense, c'est ça? Le groupe de rap, entre autres, est né pendant les pauses... c'est vrai? Les pauses techniques de Bulldog Bazaar. On niaisait. C'est comme ça que le projet de rap et Zone Interdite est né. Ah ouais. C'est-à-dire, voilà, pendant les longs moments, parce que c'est long, les tournages émissions. Sont longs, puis tout ça, fait que, voilà, c'était très effervescent, fait que, voilà, on a eu beaucoup de plaisir excellent. Voilà, à compenser, à faire plein de souvenirs. L'humour pour adultes le soir, l'humour pour enfants le jour. Faut pas mélanger ses textes par erreur. Merci beaucoup, Martin Petit, puis bonne tournée en Abitibi. On se revoit bientôt. Merci beaucoup. Bye. Salut tout le monde.